Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au dialogue Vitam Personnes aînées LGBTQ+, enjeux vécus et approche inclusive. Mon nom est Alex Côté-Asselin et je suis professionnelle de recherche à Vitam dans l'équipe d'Annick Giguère. Je vais être l'une de vos deux modératrices pour le dialogue d'aujourd'hui. L'autre étant Lynne Damour, qui est coordonnatrice au Centre d'excellence sur le vieillissement et qui est présente aujourd'hui dans le contexte du maillage entre les dialogues Vitam et les midi-maillages du CEVQ. C'est elle qui animera la période de questions à la fin. Vitam, l'Université Laval et le CIUS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés des Hurons-Wendat et Wabanaki. Nous tenons à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Les dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec et affilié à l'Université Laval et au CIUS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens et citoyennes, organismes communautaires, actrices et acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, chercheurs et chercheuses et étudiants et étudiantes. Elles ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable, et ce, à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne et celle des usagères et usagers. Je tiens à souligner la contribution de la direction de l'enseignement des affaires universitaires du CIUS de la capitale nationale pour l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de la capitale nationale. Nous les remercions pour leur précieux soutien. Donc, avant de passer la parole aux modérateurs et modératrices du dialogue d'aujourd'hui, voici quelques rappels pour son bon déroulement. Donc, officiellement, la durée de l'activité est d'une heure, soit jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que l'activité sera enregistrée et diffusée en ligne. Tous les micros et les caméras seront désactivés pour la première partie des échanges et pourront être réactivés lors de la période de discussion à la fin. Puis, pendant celle-ci, vous êtes invité à utiliser le bouton Lever la main, puis nous prendrons les interventions une à une. Quand on vous aura accordé la parole, vous serez invité à ouvrir votre caméra et votre micro pour partager votre intervention. À tout moment, vous pouvez utiliser le chat ou le clavardage. Puis si vous le faites, veuillez vous assurer de sélectionner panélistes et participants avant de publier votre message pour que toutes et tous le voient. Si vous avez des questions spécifiques sur les contenus qui sont discutés en cours de dialogue, nous vous invitons à les adresser à nos panélistes en utilisant la section questions et réponses. Puis c'est Lynne Damour, dans le fond, qui va s'assurer que vos interventions soient bien partagées avec nos panélistes au cours de la période de questions et de discussion. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre animateur. Kevin Lavoie est professeur agrégé à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, directeur scientifique du Centre de recherche Jeunes, Familles et Réponses sociales et chercheur régulier au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du CIUS de la capitale nationale. Donc, la parole est maintenant à toi, Kevin, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dialogue. Bien, merci beaucoup, Alex, pour la présentation. Merci beaucoup au Centre de recherche Vitam pour l'organisation de ce dialogue, puis aussi au Centre d'excellence sur le vieillissement pour le Midi Maillage. Je suis vraiment content d'être avec vous ce midi pour pouvoir discuter avec mes panélistes de la santé et le bien-être des aînés, des personnes aînées LGBTQ+, un acronyme en fait qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, trans et queer, et différentes constellations identitaires sur le plan de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, Kevin Lavoie, j'ai participé avec ma collègue et ma complice Julie Beauchamp, qui est professeure, qui va participer également au panel, à une série d'initiatives sur la santé et le bien-être des personnes aînées LGBTQ+, dans les derniers mois. Puis l'activité de ce midi, en fait, le midi maillage, puis le dialogue, s'inscrit dans une continuité. En fait, il y a eu au départ, en février 2023, un webinaire sur les différentes connaissances dans le domaine. Puis ensuite, on a fait quelques mois plus tard, en juin 2023, un forum régional qui a rassemblé des citoyens et citoyennes, des professionnels dans le domaine des services sociaux, de la santé, puis également des personnes concernées
dans le domaine communautaire également LGBT ou par rapport au vieillissement, pour discuter sur les pistes d'action à mettre en place, puis mieux comprendre pour mieux accompagner les aînés pour leur épanouissement personnel, puis également leur devenir. Puis maintenant, on se rassemble aujourd'hui pour poursuivre la discussion, le dialogue sur différents enjeux qui sont vécus auprès des communautés LGBTQ+, puis la question des personnes aînées. Nous visons deux objectifs aujourd'hui, ce midi. En fait, on va tenter de mieux comprendre puis déballer certains aspects, les enjeux vécus par les personnes directement concernées en termes de parcours de vie, d'isolement parfois. Donc, il y a tout ça qu'on va un peu discuter avec différents regards sur la question. Puis ensuite, on va se consacrer également aux pistes d'action à mettre en place pour mieux accompagner, mieux accueillir puis mieux soutenir également. Donc, on va penser aux programmes à mettre en place, les initiatives émergentes qui existent déjà à l'heure actuelle au Québec, à l'échelle provinciale, puis on va également penser à des pratiques innovantes également qui ont été implantées récemment dans le domaine. J'ai avec ce midi quatre panélistes que j'ai le plaisir de vous présenter brièvement. On a avec nous Julie Beauchamp, qui est professeure adjointe au département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval, qui est chercheure régulière au Centre de recherche Vitam en santé durable, affiliée au Centre au CIUS de la capitale nationale. On a aussi parmi nous Lauriane Lavallée, que j'ai le plaisir d'accompagner à la maîtrise en travail social à l'Université Laval, qui va nous parler de son projet d'intervention qu'elle a mené dans le domaine. Et on a aussi Marie-Ève Gauvin, qui est sexologue, agente de planification, de programmation et de recherche à la santé publique du CIUS de la capitale nationale, puis elle est aussi répondante régionale du volet promotion et prévention en matière de sexualité saine et responsable. Et finalement, on a aussi le plaisir d'accueillir Andrea Sbarcea, qui est coordonnatrice des programmes pour les personnes aînées LGBTQ+, à l'organisme Interligne, un organisme provincial qui est basé à Montréal, mais également qui a une ligne téléphonique du clavardage, puis différents programmes sociaux par et pour les personnes de la communauté LGBTQ+. Alors voilà pour le panel. Et là, sans plus tarder, ce que je vous propose, en fait, on va passer à travers trois blocs de discussion. On va commencer d'abord par les enjeux, les facteurs de risque et les facteurs de protection vécus par les aînés LGBTQ+. Puis ensuite, dans le deuxième bloc, on va se concentrer, on va attirer notre attention davantage sur l'accès aux soins, aux services, l'expérience dans l'environnement, les milieux de vie des aînés pour finalement, dans le troisième bloc, discuter des pistes d'action, comme je mentionnais, qui est un des objectifs du webinaire d'aujourd'hui, penser des interventions inclusives, adaptées à la réalité puis aux besoins des aînés LGBTQ+. Alors voilà. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais ça peut-être te questionner d'abord, Julie Beauchamp. Les expériences des aînés LGBTQ+, se situent à un carrefour, vraiment entre le vieillissement, puis la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Et ce croisement-là, en fait, pose certains défis, certains enjeux. J'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce qui caractérise justement ce vécu-là. Bien, merci Kevin. Bonjour, bonjour tout le monde. Mais premièrement, je pense qu'il est important de souligner qu'il existe une pluralité d'expériences au cours du vieillissement, puis que la population aînée ou les populations aînées LGBTQ sont diversifiées, que les parcours de vie sont différents. Ceci étant dit, il y a quand même des constats justement qui se dégagent des différentes recherches. Il y a un constat d'invisibilité sociale des personnes aînées LGBTQ. Même si ça tend à changer, il y a de plus en plus de visibilité des personnes vieillissantes, des adultes vieillissants LGBTQ, et il y a différentes initiatives, on va en parler justement aujourd'hui. Ce qui se dégage également, c'est que les personnes aînées LGBTQ ont été exposées à différentes formes de discrimination ou de stigmatisation pendant leur parcours de vie et ont été également témoins des différentes avancées sociales. Euh, donc, les aînés LGBTQ peuvent être confrontés à divers enjeux liés à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. On peut nommer la gestion de la divulgation, de la dissimulation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Euh, Malgré des expériences qui ont été peut-être difficiles ou négatives, il est mis en lumière également que les personnes aînées LGBTQ ont développé des stratégies, des capacités d'adaptation et de résilience pendant leur parcours de vie, justement pour faire face à des épreuves qui étaient plus difficiles. Donc, on va en discuter dans quelques minutes également. Puis, c'est important également de dire que actuellement, il y a encore des aînés LGBTQ qui sont exposés à différents processus hétérosexistes
agistes ou sexistes, ce qui peut avoir différents impacts sur leur participation sociale. Merci Julie et j'ai oublié de le mentionner, mais notre panel, en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant puis super pertinent, c'est qu'on croise les regards. Il y a des regards d'intervention, des savoirs professionnels, des savoirs scientifiques, comme Julie, que tu as bien posé la table en termes d'enjeux à travers l'agisme puis l'hétérosexisme. En fait, hein, c'est les systèmes de pression, en fait, qui font en sorte que ça crée des inégalités. Ce qui est normal, ce qui est correct, ce qui est valable, ce qui est naturel, en fait, c'est l'hétérosexualité, une personne cis, en fait, qu'on va valoriser. Puis, mais dès qu'on a un vécu différent à la marge, ben, ça vient de poser des enjeux d'accès, des enjeux de comment on crée des liens également avec son entourage, comment on peut s'épanouir, puis participer à la vie de sa communauté. Donc, participation sociale dans ce cas-ci. Merci Julie pour ça. Puis j'aimerais justement qu'on puisse creuser certains éléments que tu as abordés justement pour les enjeux vécus. J'aimerais peut-être t'entendre, Andrea, d'Interligne, justement, avec des observations que tu t'entends à travers ton expérience chez Interligne. Vous êtes très collé, en fait, très auprès des communautés directement concernées. Qu'est-ce que tu vois, en fait, en termes, on a mentionné, Julie a mentionné l'isolement social, par exemple. Aurais-tu comme des exemples ou des pistes là, pour nous illustrer un peu tout ça? Oui, donc je peux un peu parler des profils qu'on voit chez les personnes aînées qui viennent chercher nos services. Quand on parle d'isolement social, on voit des personnes avec des réseaux sociaux vraiment restreints. Donc, c'est des personnes qui ont peu de liens avec leur famille ou qui ont vécu du rejet familial. On va voir des personnes avec pas d'enfants ou peu de contact avec leurs enfants. Euh, c'est parfois des personnes que leur réseau est principalement constitué de leurs partenaires. Puis, s'il y a un décès du ou de la partenaire, c'est sûr que ça accentue cet isolement social. On va avoir donc c'est parfois des personnes qui vont vivre seules. Ce qu'on voit aussi, c'est des personnes qui ont peu de liens avec les communautés LGBTQ+, souvent par peur de vivre de l'agisme dans des organismes ou dans des activités au sein des communautés LGBTQ+. Puis, j'aimerais aussi amener la question de la ruralité. Donc, souvent, nous, ce qu'on voit beaucoup, surtout dans notre service de jumelage téléphonique, donc de service d'appel d'amitié, c'est des personnes qui vont vivre en dehors des grandes métropoles. Puis, là, il y aura moins d'accès à des ressources, puis il y a aussi moins d'espace dédié aux communautés LGBTQ+. Donc, ça, c'est un peu ce que moi, je vois dans mon... C'est intéressant quand tu as soulevé hein, le rejet, par exemple, familial, de la société, de discrimination en milieu d'emploi. Hein. Il faut se rappeler également que les personnes aînées LGBTQ+, ont ce bagage-là historique aussi. Il n'y a pas si longtemps, c'était illégal. Hein. Il y avait des pratiques sexuelles qui étaient criminalisées. Ça a changé en 69, mais quand même, ça reste assez récent. Des gens qui ont vécu cette forme de criminalisation de l'homosexualité, par exemple, ou de la pathologisation de l'homosexualité considérée comme une maladie mentale. Ça vient teinter leur parcours de vie, mais également leur bagage, comment se nommer, se reconnaître. Justement, dans cette foulée-là, j'aimerais peut-être t'entendre, Marie-Ève, justement, sur les expériences de discrimination qui peuvent être vécues ou anticipées. Pourrais-tu nous décortiquer un peu ces éléments-là? Oui, c'est sûr qu'au niveau de ces aspects-là, moi, en fait, je voudrais simplement positionner que je suis sexologue de formation et au niveau de la santé publique, oui, je suis répondante du dossier sexualité, promotion, prévention pour une sexualité saine et responsable. Donc, j'ai pas le regard absolu du réseau de la santé, mais vraiment, nous, au niveau de la santé publique, c'est sûr qu'on s'attarde aux inégalités sociales. On a un souci de porter attention au regard des besoins de la population et de s'y intéresser. Et moi, ma couleur, c'est de m'y intéresser en matière de santé sexuelle et d'épanouissement sexuel. Fait que c'est sûr que si on y va avec les aînés de façon générale, même s'il y a eu des avancées, il y a quand même une forme de stigmatisation et de discrimination qui existe quand même lorsqu'on voit des aînés. On arrive avec certains préjugés véhiculés parfois par les médias ou quoi que ce soit, ou par l'éducation reçue. Et on peut ajouter à ça la couleur de la sexualité qui vient parfois encore plus élargir ce phénomène de discrimination-là. Donc, certains aînés vont soit avoir été victimes de discrimination et de stigmatisation, ils vont porter ce fardeau et d'autres vont avoir, heureusement, vécu peu de discrimination, mais vont quand même avoir parfois la crainte
d'en vivre s'il y a un dévoilement, s'ils osent être qui ils sont. Donc, la discrimination, la stigmatisation anticipée est peut-être tout aussi néfaste que de la vivre réellement parce que c'est lourd au niveau de la santé psychologique de vivre dans la peur constante, de se permettre d'être qui l'on est et notamment dans la recherche de demandes de services professionnels, que ce soit en santé et services sociaux. Au niveau aussi de tout ce qui est, moi je suis beaucoup en promotion, prévention. Oui, il y a énormément de programmes en PP. Je vais me permettre d'utiliser l'abréviation, mais même s'il existe des programmes au niveau des aînés, tu sais, il y a plusieurs tables de concertation, des programmes. On le sait que le vieillissement fait partie quand même des mandats au niveau ministériel de s'intéresser à cette réalité-là, puisqu'on est avec une population vieillissante au Québec. Malheureusement, très peu de choses touchent la sexualité à proprement dit des aînés. Et là, si on y va avec quelque chose de spécifique, n'est-ce que la diversité sexuelle et genrale, là, on est encore plus dans le très, très spécifique et peu présent. Ce qui pourrait être en fait un facteur, je dirais, de protection, mais de risque, tout dépendant de nos aînés, c'est soit la connaissance des ressources alliées dans la région dans laquelle ils se retrouvent ou la méconnaissance des ressources alliées. Je parle d'organismes communautaires, mais ça peut être également des professionnels qui s'affichent ouvertement comme des alliés, n'est-ce que par la présence d'affiches dans leur bureau ou des choses comme ça. Donc, ça peut venir jouer sur le degré justement d'isolement et de se sentir incompris et être un frein malheureusement à aller de l'avant vers les services auxquels ils pourraient avoir droit. Ouais. Ouais, je pense que tu soulèves plein de gros enjeux, hein. Fait que moi aussi, souvent, je résume avec aussi un bon concept qui me semble très parlant de stress minoritaire. Quand tu es à la marge de la société pour, par exemple, des questions de normes de genre et de sexualité, ben, ça crée un fardeau que dans plein de nos interactions sociales, quand, par exemple, si je me présente comme un homme, ben, les gens vont présumer que je suis hétéro. Donc, est-ce que vous avez votre conjointe? Êtes-vous marié, votre épouse, elle est où? Et là, bon, à chaque fois, les personnes doivent évaluer la situation. Est-ce que je dévoile ma réalité? Est-ce que je corrige la personne devant moi? Est-ce que je parle de mon vécu? Est-ce que c'est un bon moment pour le faire? Est-ce que je crains les réactions, les discriminations potentielles? Et ça, c'est un exemple dans la vie de tous les jours ou dans les loisirs et tout ça, mais également, ça peut être dans les soins de santé, services sociaux. À chaque fois, c'est des discussions comme ça qui peuvent peser et quand on est mis de côté, ben, des fois, on peut craindre d'être relégué, ben, d'être mis de côté, d'être aussi, ne serait-ce que des réactions qui sont peut-être parfois sous l'empreinte des bonnes intentions, mais qui sont teintées de jugement ou les réactions un peu non-verbales qui peuvent créer des inconforts puis des malaises. On a parlé des discriminations de l'isolement. Merci à vous. Puis j'aimerais peut-être qu'on tourne un peu notre regard sur aussi peut-être les stratégies d'adaptation, les facteurs de protection. À ce sujet-là, je crois que Lauriane, tu aurais des choses à nous partager. Oui, bien merci. Tout d'abord, c'est sûr qu'avec les enjeux spécifiques, défis spécifiques, viennent aussi parfois des forces, comme Julie l'a mentionné tantôt, ben, capacité d'adaptation, de résilience aux différentes conditions de vie qui ont pu être plus difficiles, comme la criminalisation des pratiques et tout ça. Avec les forces, ben, on parle par exemple de la force de la communauté d'appartenance, là où les communautés de l'appartenance que peuvent représenter les communautés LGBTQ+. À travers, parfois comme il y a moins de support, soutien de la famille biologique, mais il peut y avoir en contrepartie une famille qu'on dit choisie. Je ne sais pas si vous êtes familière avec le terme, mais on en entend de plus en plus parler là, ces temps-ci. En fait, ça réfère à une famille de choix, donc qui n'est pas nécessairement avec un lien de sang, qui est la famille biologique, mais plus des partenaires, amis de vie qui vont offrir un soutien, autant psychologique qui peut être aussi matériel. Et puis, les personnes peuvent s'entraider entre elles, puis compter là, sur ce soutien-là. C'est généralement des relations qui sont très importantes dans la vie des personnes LGBTQ+, également des aînés de la diversité sexuelle et de genre. Puis, c'est des relations qu'on dit volontaires, donc qui sont basées comme sur la confiance mutuelle, euh, qui aussi se sont développées sur une période de temps assez longue, qui permettent là, d'avoir un sentiment de partage et une histoire vraiment commune entre les personnes. Et ça constitue une force parce que c'est ben, en fait un réseau de soutien. Ça permet
de pouvoir avoir accès à des ressources aussi, connaître un cercle d'amis. Donc, voilà, je pense que ça constitue une des forces particulières des aînés, de la diversité sexuelle et de genre, que parfois on a tendance à peu considérer aussi. On pourra en reparler là, dans le deuxième bloc sur l'accès des soins et des services. Oui, c'est super. Merci, Lauriane. Peut-être j'ajouterais, puis je fais écho avec ce que Julie avait mentionné tantôt, pas oublier la résilience des aînés LGBTQ+, des gens qui ont vécu de l'adversité, hein, de façon très large, on peut dire les situations, les problèmes, les crises, mais l'adversité au sens large, mais avoir passé à travers les épreuves, ça prend des capacités incroyables. Je pense, entre autres, je suis impliqué au sein de l'organisme Miel du Québec, à Québec, en fait, à Capitale-Nationale, sur la prévention VIH-Sida, le soutien aux personnes qui sont atteintes ou qui vivent avec le VIH. Ben, il y a plein de membres, en fait, qui sont des hommes gays, par exemple, ou bisexuels, qui ont vécu l'épidémie de VIH à une époque 80, les années 90 également, les décès de leur entourage, fragilisation du réseau social. Ils ont passé au travail, ont créé des liens de famille choisis, ont trouvé des ressources, ont déployé, donc ont créé comme leur univers, puis passé à travers toutes ces épreuves-là, quand même, ça demande une force de caractère, une force également pour penser l'avenir, puis se projeter qui est quand même pas à sous-estimer non plus. En termes, ça fait, je pense, ça fait beaucoup écho au concept de résilience. À ce sujet-là, j'aimerais qu'on poursuive au deuxième bloc de discussion. Je vois le temps qui file, justement. Parlons de santé, services sociaux. Une des grands enjeux, c'est les barrières d'accès, les obstacles vécus qui peuvent inhiber la participation des aînés. Comme tu évoquais, Julie, j'aimerais ça que tu puisses reprendre la parole, Julie, pour nous partager un peu quelques éléments de ces barrières-là, les obstacles qu'on connaît dans les écrits, dans la littérature scientifique sur le sujet. Oui, ben, merci Kevin. Marie-Ève a soulevé plusieurs défis hein, tout à l'heure, plusieurs enjeux. Elle a abordé ces différentes, je dirais, barrières ou obstacles. Bon, on peut parler nécessairement de la crainte de discrimination ou de vivre la stigmatisation. Il y a également, je dirais, la question des reconnaissances du ou de la partenaire ou des partenaires, ou Lauriane a parlé de la famille choisie, des membres de la famille choisie, dans le parcours de soins et l'impact dans les différents contextes. Kevin, tu faisais référence tout à l'heure à différents contextes, différents milieux de soins, différents milieux de vie également. Ceci étant dit, lors de la présentation du webinaire, on a quand même constaté qu'il y avait des résultats qui étaient quand même des expériences qui étaient positives, mais il ressortent certains défis en termes de, on parle connaissance au niveau du vocabulaire, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, au niveau de la visibilité des représentations également, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres dans les documents, dans la documentation, documents d'information, entre autres. Également, ben, j'y ai fait référence plus tôt, mais la gestion du dévoilement ou non de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans les interactions avec les professionnels. Mhm. Puis, ces interactions-là, face aux professionnels, je pense que ben, j'aimerais ça t'entendre, Andrea, avec justement ce que tu reçois comme témoignage de personnes, des aînés que tu côtoies à travers ton travail chez Interligne. On parle entre autres de comme justement ces interactions-là, d'éduquer le personnel. Des fois, ça porte un poids sur nos épaules. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, mais tu sais, Julie, tu parlais tantôt qu'il y a des expériences positives. Généralement, les personnes aînées me disent avoir des liens de confiance avec certains professionnels de la santé, mais il y a beaucoup cette réticence parfois à entrer en contact avec le réseau, justement parce qu'il va falloir éduquer les professionnels par rapport à ces réalités. Surtout, ça, c'est surtout des personnes trans qui nous rapportent ça, puis qui ont une inquiétude après par rapport au fait est-ce que les professionnels sont assez formés pour m'accompagner? Donc ça, c'est quelque chose que moi j'entends quand même beaucoup. Mhm. On parle même parfois pour les expériences vécues dans le système de santé des personnes trans, comme le syndrome du coude cassé ou du bras cassé, en disant que j'ai un problème, j'ai une problématique que je veux révéler aux professionnels, j'ai besoin d'aide, santé physique ou santé mentale, mais il y a certains professionnels qui vont toujours relier au parcours de transition ou à la non-binarité, par exemple, d'une personne, tandis qu'il y a d'autres enjeux de santé, d'autres problématiques qui sont révélées. Donc, c'est d'être en mesure de départager quel est le besoin ici, puis qu'est-ce qui correspond à qu'est-ce que c'est pertinent de considérer comme information pour recueil d'informations, pour évaluer la situation? Est-ce que le parcours
d'une personne parcours trans, dans ce cas-ci, la transition est pertinente? Est-ce qu'il faut le garder en tête? Puis est-ce qu'il faut focuser là-dessus ou pas quand il y a d'autres besoins qui sont nommés? Ça, c'est un des grands enjeux. Puis avec la méconnaissance, des fois, en général, du personnel qui vient créer des fois des inconforts ou on pèle sur des œufs, on ne sait pas trop, on va faire des maladresses, comment s'y prendre, on ne connaît pas trop le domaine. Ça peut poser des enjeux. Euh, Lauriane, peux-tu enchaîner avec, ben justement, encore, là, tu l'as évoqué tantôt en disant qu'on va en reparler plus tard, ben justement, santé, services sociaux, qu'est-ce que toi, tu y vois en termes d'obstacles, de défis rencontrés dans le domaine? Mhm. Ben, tantôt, pour faire le lien avec ma première intervention, j'ai parlé de famille choisie. Ben, c'est sûr qu'il y a déjà un enjeu dans les services, que ce soit de santé ou services sociaux. Ça peut être la reconnaissance de la famille choisie comme étant des personnes légitimes, des personnes de confiance auprès des aînés. Donc, aussi, on peut faire le lien avec la fin de vie, par exemple, qui doit être consulté lorsqu'une personne aînée de la diversité sexuelle et de genre est en fin de vie. Est-ce que c'est son partenaire? Sa partenaire depuis longtemps ou sa famille biologique avec la personne avec qui la personne n'a pas nécessairement de lien. Donc il peut avoir des enjeux à ce niveau-là. Au niveau de la légalité, le fait d'être marié ou non, bon, les protections au niveau légal, ça c'est juste un pan de la question, mais il y a aussi l'approche qu'on appelle one size fits all, donc l'anglicisme, là, qui veut dire donc d'agir ou d'intervenir de la même manière avec tout le monde. C'est une approche qu'on rencontre souvent dans les services sociaux et de santé. C'est pas une approche qui est mal intentionnée nécessairement, hein. Ça vient quand même d'une certaine bienveillance de dire, oh, moi, j'ai envie d'intervenir avec tout le monde de la même manière parce que je ne vois pas, pour moi, cette différence-là, elle n'est pas importante ou parce qu'on considère les gens sur un même pied d'égalité. C'est très important pour moi de communiquer que je sais que c'est pas issu là, d'une mauvaise volonté nécessairement, mais parfois les effets que ça peut avoir euh, sont non escomptés. Donc, c'est une approche qui est bien intentionnée, mais qui soutient un mythe, en fait, que comme quoi les personnes aînées, ben, en fait, comme quoi tout le monde jouit d'un accès équitable au système de santé et de services sociaux, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, ça peut constituer aussi un enjeu au niveau de l'accès des services. Mhm. Justement, l'accès aux services en première ligne, soins spécialisés, questions en Mhm. matière d'hébergement, ça soulève aussi d'autres enjeux. Je ne sais pas si Marie-Ève et Andrea, par rapport justement au RPA, les milieux de vie, là, qu'est-ce qu'on pourrait soulever là, comme obstacle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en lumière pour peut-être justement prendre conscience de tout ça? Peut-être Marie-Ève, peut-être d'abord. Oui, oui, ben, en fait, moi, je vais vraiment avec ce que j'ai entendu lors de la participation au forum, parce que j'avais l'occasion d'être avec deux personnes qui étaient gestionnaires de CHSLD. Et dans le cadre de ma pratique universitaire, j'ai quand même accès via les étudiantes aussi font des projets d'intégration, accès à des réalités d'RPA aussi. Et d'emblée, je vais quand même distinguer les deux parce que ce n'est pas tout à fait la même réalité CHSLD et RPA. En CHSLD, ce qui ressortait, c'était vraiment un souci de confidentialité. Hein? Les gens qui sont là sont souvent en perte d'autonomie, peut-être un peu plus démunis, et j'enlève le fait qu'ils sont issus de la diversité sexuelle et genrale, qu'on vient peut-être ajouter une couche de vulnérabilité supplémentaire à ces personnes. Donc, la confidentialité, que le personnel aidant puisse mentionner de l'information, que les autres résidents autour puissent entendre, alors que ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité par la personne, que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre soit connue par les autres résidents, de crainte d'être victime de discrimination ou même d'intimidation. Ça pourrait aller jusque-là à certaines occasions. Et au niveau des RPA, ce que j'ai entendu, qui était quand même, j'ai été surprise, mais en même temps pas nécessairement non plus, c'est que certaines RPA se donnent le droit d'être sélectifs dans leur ratio, je vais y aller avec homme-femme, là, vraiment au niveau du sexe anatomique, euh, pour, euh, pour accueillir leurs résidents. Donc, certains RPA, on m'avait mentionné par exemple que dans une RPA, il y avait 4 hommes pour 26 femmes. Et c'est pas une question que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'était vraiment des choix qu'il y avait moins que pour diverses raisons. Les RPA préféraient avoir moins d'hommes parce que les hommes parfois ont des comportements sexuels un peu plus désinhibés avec bon, des problématiques de démence, troubles cognitifs et tout ça. Donc, c'est des choix qu'ils font, puis ça leur appartient. Mais on peut se questionner sur l'aspect de discrimination que ça l'emmène pour les personnes de la diversité sexuelle et genrale au niveau que ça devient leur milieu de vie,
mais qu'ils sont confrontés avec un ratio peu équitable de personnes à côtoyer au sein de leur milieu de vie. Donc, pour fraterniser, c'est une chose, mais pour développer, par exemple, un sentiment amoureux, une relation plus intime, si par exemple, je m'identifie homme qui est attiré par les hommes et que je suis avec trois autres personnes, disons qu'on peut faire vite le tour du jardin à ce moment-là. Donc, ça peut être questionnable d'imposer non volontairement des limites au niveau de l'expression de la sexualité, de la vie amoureuse de ces personnes-là lorsqu'on vient jouer avec justement ces ratios-là au niveau des sexes. Oui, souvent même, c'est mentionné que les aînés ont peut-être vécu leur vie dans la vie de tous les jours, ils ont travaillé, finalement se sont retraités, arrivent dans un milieu de vie pour personnes aînées, puis là, doivent revenir dans le placard. Pourtant, ils ont vécu leur vie au grand jour, tout ça, mais parce qu'ils évaluent que leur environnement, finalement, ne sera peut-être pas soutenant, va avoir des réactions. Puis là, il y a des choses qui vont gommer, enlever des photos, mettre de côté un pan de leur vie pour pas nécessairement révéler certaines informations parce qu'ils n'ont pas l'impression que ça va être bien accueilli, ça sera peut-être pas soutenant. Ce qui est quand même des enjeux en termes d'isolement, que ça vient exacerber tout ça. Aurais-tu d'autres, Andrea, justement, on parle des RPA, les milieux de vie des aînés, d'autres exemples qui te sont rapportés justement avec les aînés que tu côtoies dans le cadre du programme d'Interligne? Ben oui, comme tu mentionnes, ça c'est sûr que moi je l'entends beaucoup, la méfiance par rapport au RPA, par rapport au fait de divulguer son orientation sexuelle ou son identité de genre, par peur de vivre la discrimination de la part du personnel, mais il y a aussi une peur d'intimidation. Il y a parfois un climat d'intimidation dans certaines RPA. Puis on m'a dit que même quand une personne va pas nécessairement divulguer, on va soupçonner qu'une personne fait peut-être partie des communautés LGBTQ+, puis cette personne-là va vivre de l'intimidation. Donc, les climats d'intimidation, puis le fait que peut-être que le personnel n'adresse pas vraiment ce climat-là, c'est une peur que j'entends. Puis j'ai aussi eu un témoignage d'une personne trans qui avait qui vivait beaucoup d'anxiété de devoir commencer des démarches pour une transition en étant en RPA. Même si cette personne-là était bien soutenue par une travailleuse sociale, juste le fait d'être dans ce milieu de vie, ça a apporté beaucoup d'anxiété. C'est un peu ce que moi j'ai. Hmm. Je pense que ça soulève les enjeux d'être moins autonome, avoir une certaine dépendance pour avoir accès à des soins, les soins d'hygiène, se nourrir, tout ça. Donc, il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, puis il faut faire confiance. Puis quand cette confiance-là est fragile ou a été mise à mal dans le passé, puis là, on arrive dans un nouveau milieu, il y a des personnes qui vont être plus craintives pour pouvoir bien s'ancrer dans sa nouvelle communauté, dans son nouveau milieu. Euh, J'aimerais maintenant qu'on puisse peut-être enchaîner justement avec le troisième bloc, le troisième et dernier bloc sur, avec ce qu'on a dit en termes de vécu, d'enjeux rencontrés qui concernent les expériences spécifiques des aînés LGBTQ+, puis parfois plus largement des personnes aînées. Justement, ça renvoie toujours avec l'idée que je soulignais en introduction du croisement, de l'intersection de différentes facettes de l'identité de la personne, à la fois le vieillissement, le parcours de vie, mais aussi l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Comment on peut penser des pratiques inclusives? Comment on peut mettre en place quelque chose qui réponde aux besoins, puis qui, ultimement, qu'on vise l'équité, la justice sociale, de pouvoir le bien-être, la santé des aînés, de nos aînés. Comment on peut penser ça? J'aimerais peut-être te redonner tout de suite la parole, Andrea, justement, sur, on l'a mentionné, Interligne, puis le programme. Peux-tu nous en prendre le temps pour vraiment déballer puis nous expliquer qu'est-ce que c'est le programme que vous avez mis en place il y a déjà un certain temps? Ben, je vais refaire une petite description de l'organisme Interligne. Ouais. Interligne, peut-être que certaines personnes connaissent Interligne sous Guy Écoute. Donc, c'est un organisme qui a été fondé dans les années 80. Le service principal, c'est une ligne d'aide et de renseignement 24/7. Donc, on soutient principalement les communautés LGBTQ+, mais aussi on encourage les personnes intervenantes, des profs, des parents à appeler s'il y a des questions concernant des termes aussi. Il y a des questions concernant comme j'aimerais soutenir cette personne, que ça serait quoi la bonne pratique. Donc, on encourage aussi d'autres personnes à appeler Interligne. Euh, Nous, on a des programmes spécifiquement pour les personnes aînées. Ça fait peut-être 3 ans, 2, 3 ans, qui ont commencé avec la pandémie. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment des besoins importants au niveau de l'isolement. Donc, nous, nos programmes, l'objectif principal, c'était vraiment de briser l'isolement.
On a mis en place un programme qui s'appelle les jumelages téléphoniques. C'est un service d'appel d'amitié, mais c'est par et pour. Donc, c'est vraiment des personnes bénévoles, des communautés qui sont formées, qui soutiennent les personnes aînées sur des périodes fixes de 9 semaines. Euh, on a aussi nos programmes intergénérationnels. Donc, on a commencé avec une correspondance par écrit, mais après ça, on a développé plein d'autres choses aussi avec un objectif de briser l'isolement, mais aussi de créer des liens au sein des communautés LGBTQ+. Euh, Puis, quand on a du financement, on a des groupes de soutien pour les personnes aînées. Encore une fois, ramener les gens ensemble, puis créer des liens. Euh, c'est ça. Mais le programme est toujours en développement. Ben, intéressant. Puis je pense qu'avoir les questions qui ont circulé un peu dans le question-réponse, hein. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez des préoccupations, des questionnements à lancer à nos panélistes. Vous pouvez commencer déjà à les mentionner, puis on va pouvoir tantôt, là, Lynn va avoir l'occasion de les lancer, puis de proposer vos questionnements. Puis je trouve ça bien, même assez, Andrea, de souligner puis de dire l'existence. Je pense que ça interpelle les gens, les internautes là, connectés. On voit ben, l'existence du programme, puis également, ben, c'est une belle ressource. En fait, peu importe à travers la province, on peut y avoir accès. Il y a quand même une grande disparité. On parlait des milieux ruraux tantôt, l'accès au milieu de vie. Donc, ça peut être une extrêmement belle ressource là, à connaître en termes téléphoniques ou clavardage ou les groupes de soutien. Ce maillage-là qui peuvent être faits là, pour du par et pour briser l'isolement. D'ailleurs, créer des liens, j'aime bien cette idée-là, cette notion-là de créer des liens. Merci pour ça. Puis, je crois que Lauriane aussi, ben moi, comme ton conseiller à la maîtrise, je connais bien ton projet d'intervention, mais j'aimerais ça que tu puisses nous en parler. Qu'est-ce que tu as mis en place comme co-développement pour des intervenants et intervenantes interpellés par la question du vieillissement des aînés LGBTQ+. Je te laisse la parole pour ça. Oui, bien, merci. C'est ça, moi, mon projet d'intervention à la maîtrise, ça découlait en fait des initiatives liées au forum puis au webinaire. Donc, c'était comme la troisième phase là, de cette initiative sur la santé et le bien-être des aînés de la diversité sexuelle et de genre. Puis, mon projet, ben, en fait, en faisant des recherches pour le webinaire, le forum, ce qu'on se rendait compte, c'est que ben, c'est une réalité de plus en plus présente, hein, les aînés de la diversité sexuelle et de genre, où on s'en rend de plus en plus compte qui sont, qui sont là. Donc, comment on peut outiller les intervenants et intervenantes à avoir des interventions respectueuses de ces personnes. En fait, ça doit passer par les formations, le développement professionnel. Et puis, donc, mon projet découle de ça. C'était un groupe de co-développement. Donc, avec 6 membres. Trois étaient issus des organismes communautaires dans le secteur plus vieillissement, donc auprès des personnes aînées. Puis trois étaient issus des organismes en diversité sexuelle et de genre, pour vraiment avoir un croisement là, des savoirs, des expertises. Euh, ces personnes, en fait, on a organisé, ben, il y avait 6 membres. Donc, le co-développement, ça fonctionne qu'il y a une rencontre minimum par intervenant-intervenante, puis que la personne apporte une situation d'intervention qui l'a préoccupé, qui aimerait avoir l'avis des autres membres du groupe, bénéficier de l'expertise des autres personnes. Puis, donc, chaque membre a pu bénéficier d'une rencontre où il ou elle était client-cliente, qu'on appelle dans la formule du co-développement. Puis les autres membres partagent autour de cette situation-là, donnent leurs avis, leurs conseils. Ce que ça permet, en fait, c'est de prendre un recul sur une situation d'intervention qui est préoccupante, prendre un pas de recul pour vraiment développer la pratique réflexive, donc développer la réflexion en lien avec l'intervention auprès des aînés. Le but du groupe, là, globalement, c'était ça, donc améliorer les pratiques à travers 2 objectifs, donc la pratique réflexive, puis la collaboration entre les membres du groupe. La manière que le groupe est organisé, ça permet, là, ça favorise cette collaboration-là. Donc, les membres ont eu 8 rencontres, une rencontre d'introduction, 6 co-développement, puis une brève rencontre où on a discuté de l'approche anti-oppressive en intervention, donc brièvement, là, 15 minutes, une courte présentation. Puis ensuite, j'ai invité une personne aînée de la diversité sexuelle à venir discuter avec les membres du groupe pour qu'ils puissent poser leurs questions. Puis la personne a fait un bref résumé là, de son parcours de vie, de son vécu. C'était très enrichissant. Ça a permis d'avoir, parce que certains membres du groupe avaient déjà de l'intervention, déjà de l'expérience d'intervention auprès des aînés de la diversité sexuelle et de genre.
d'autres personnes moins directement. Donc, ça a permis là, d'être en contact direct avec une personne, puis de cette manière-là, d'adresser les préjugés, stéréotypes et tout ça. Il y a eu différentes retombées du groupe de co-développement. Je ne sais pas si tu veux que je me lance là-dedans maintenant ou si... oui, OK, parfait. Je ne vais pas prendre toute la parole, mais c'est ça, en fait, dans les pratiques inclusives, qu'est-ce qui est ressorti là, généralement des situations? C'est beaucoup le fait de miser sur l'information, l'éducation. Euh, oui, des différentes réalités des aînés LGBTQ+, de la diversité sexuelle et de genre, mais aussi des services offerts à ces personnes-là, autant autant du côté plus vieillissement que diversité sexuelle et de genre, pour être en mesure de collaborer entre, entre intervenants et intervenantes. Et, puis pour ça, mais il faut, en fait, c'est un positionnement déjà à la base d'humilité, de savoir que l'on ne sait pas, donc d'admettre on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'avoir de l'information. Et puis je pense que c'est très important ça, puis ça, pour moi, ça part beaucoup de ce positionnement-là, parce que ce n'est pas grave de ne pas savoir. On apprend tout au long de notre parcours en intervention. Quand on est en mesure d'outrepasser un peu le sentiment de culpabilité qui peut venir avec ça, on favorise vraiment des beaux apprentissages. Et puis, c'est ce qu'on encourage de partir de cette position-là d'humilité, puis de dire, ah, je ne sais pas, donc je vais apprendre, je vais aller chercher, par exemple, de l'aide auprès des organismes comme Interlink, comme Andrea l'a dit. Je suis une intervenante, je ne sais pas exactement comment faire, je vais aller chercher de l'aide, c'est très important. Mais aussi parce que ça évolue rapidement. C'est normal que parfois on peut être un peu étourdi, surtout quand ça fait longtemps beaucoup d'expérience terrain, par exemple. Donc, d'aller se remettre à jour au niveau des pratiques. Et puis, ce qui ressortait à différents moments du co-développement aussi, c'est l'idée d'avoir une personne, soit dans l'organisme ou dans le service, dépendamment de l'organisation, là, mais qui va avoir un mandat plus diversité sexuelle et de genre. Donc, qui vraiment aurait cette expertise-là, donc que les collègues pourraient se référer à la personne sans que tout le monde là, de l'équipe soit formé comme au même niveau, avoir une personne qui peut-être est plus intéressée, euh, qui te pose plus de questions, qui pourrait, elle, avoir des courtes consultations ou répondre aux questions de ses collègues. Je sais que dans le réseau, parfois on appelle ça comme intervenant pivot, donc ça se fait là, dans différents secteurs déjà. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être dans les équipes soutien à domicile, vieillissement, d'avoir des personnes qui peuvent avoir ce mandat-là. Et puis, ça ressortait aussi là, dans le communautaire. Moi, les membres présents dans mon groupe, c'était tous ces intervenants issus du secteur communautaire. Donc, il y avait ce besoin-là aussi, là, clairement. Donc voilà, je dirais aussi la communication, ça va entre intervenants, mais aussi avec la personne concernée, puis prendre en compte le fait que la personne est entière et tout son réseau, c'est comme l'intervention qu'on dit holistique, donc prendre différents facteurs en considération, comme avoir une communication avec les collègues, mais aussi, par exemple, la famille choisie de la personne aînée de la diversité sexuelle et de genre. Donc, globalement, là, en résumé, ça serait ce qui ressort du groupe de co-développement. Mhm. Je pense que vous soulevez des super bons points, Andrea, et toi, Lauriane, axé sur le milieu communautaire, les liens à établir, la formation également. J'aimerais peut-être laisser la parole aussi à Marie-Ève, peut-être le volet institutionnel, justement, sur un plan macro. Qu'est-ce qui se passe à la capitale nationale en termes d'initiatives? On parlait des intervenants pivots, mais également la concertation, partage d'expertise. Des initiatives à partager de ton côté, Marie-Ève? Oui, tout à fait. Merci, Kevin. Et puis, c'est sûr que Lauriane et Andrea ont emmené des points que d'emblée, hein, peu importe le milieu, tout ce qui est formation continue, de sensibiliser, d'éduquer, je pense que c'est la base, peu importe à quelle strate d'offre de service l'on est. Euh, à la capitale nationale, mais je vais me permettre un point qui est provincial et non pas uniquement la capitale nationale. Il y a quand même là, près d'un an, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en place vraiment de façon formelle des lignes directrices en matière de santé et bien-être des personnes LGBTQ. Donc, ces lignes devaient descendre au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, au niveau communautaire, scolaire. Donc,
Nous, en Capitale-Nationale, c'est une personne à la direction des services multi qui est désignée comme la répondante et porteuse de ce dossier. Donc, c'est Madame Véronique Nadon. Donc, elle s'assure, si vous me permettez, je vais lire simplement pour vous dire en quoi, qu'est-ce que ça mange un peu en hiver, ces fameuses lignes directrices du ministère. Dans le fond, ça vise trois choses, entre autres. C'est d'emblée de contribuer à un système de la santé et des services sociaux qui est plus inclusif à l'égard de la diversité sexuelle et de genre. Donc, ça renvoie un peu à ce que mes collègues ont mentionné précédemment, de prévenir ou d'agir sur des situations problématiques vécues par ces personnes et de réduire les injustices et de contribuer au maintien et à l'amélioration de la santé et de leur bien-être personnel. C'est sûr que nous, à la santé publique, une des priorités régionales, c'est le vieillissement en santé. Donc, on peut extrapoler, entre moi en tant que sexologue, j'extrapole que la santé, ça inclut également la santé sexuelle, donc de pouvoir s'épanouir en tant qu'individu dans son identité sexuelle, dans son orientation et dans tout son soi qui s'exprime au niveau de la sexualité. Cette même personne, Madame Nadon, est également la porteuse. Nous avons une communauté de pratiques trans en Capitale-Nationale qui regroupe des intervenants du réseau du CHU, de l'Université Laval, des organismes communautaires. Là, on est un peu plus spécifique avec la réalité trans, autant chez les jeunes que chez les adultes. Ça inclut bien entendu les aînés aussi, mais on voit peut-être un peu moins cette clientèle-là, mais néanmoins déjà d'avoir un souci de se concerter entre intervenants, d'avoir ce partage d'expertise, d'assurer la fluidité des trajectoires, ces lieux face au phénomène de dysphorie de genre ou au questionnement au niveau de l'identité genrale. C'est quand même fort intéressant. Et cette communauté a pris racine par l'observation d'une augmentation de demande, justement, en Capitale-Nationale dans certains secteurs, d'où la création de cette communauté de pratique pour venir répondre justement là, à ces besoins grandissants observés. C'est sûr qu'en tant que sexologue, je vais prêcher pour ma paroisse et qu'on observe aussi qu'il y a de plus en plus de sexologues qui sont en première ligne dans le réseau de la santé. Donc, on est formé de façon généraliste sur toutes sortes de sujets, mais il pourrait y avoir effectivement des sexologues qui sont un peu plus spécialisés en diversité sexuelle et genrale, qui pourraient s'intéresser plus spécifiquement à la clientèle aînée et de s'assurer de la diffusion des bonnes pratiques. Vous mentionnez, bon, l'inclusivité, les choses comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui est observé. Et il y a une sexologue qui est, j'ai tagué le mot en tête, attitrée justement à tout ce qui est dysphorie de genre. Donc, déjà là, on n'est pas aîné exclusivement, mais il y a quand même un souci de desservir le 0,99 ans. De façon plus micro encore, au niveau de la direction des TSA-DP, donc la déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, il y a, je crois que c'est Andrea ou Lauriane qui parlait d'intervenants pivots, mais justement, dans cette direction-là, il y a des intervenants pivots qui sont formés pour intervenir puis accompagner auprès de la clientèle, tant enfants qu'adultes en matière de diversité sexuelle et genrale, parce que hein, les écrits le mentionnent, hein, les personnes avec un TSA sont quand même surreprésentées au niveau de la diversité sexuelle, au niveau parfois de la fluidité de l'identité de genre. Nous avons également une équipe dédiée à la clientèle issue de la pluralité des genres dans les services psychogénéraux, donc les services de première ligne. Et enfin, il y a présentement en cours un projet pilote via l'Info sociale le 811 qui se veut être la porte d'entrée pour la trajectoire des services en dysphorie de genre, donc en diversité sexuelle et genrale au niveau du CIUS. Donc, il y a quand même des initiatives qui se font. Ce n'est pas spécifique à la clientèle aînée, mais néanmoins, ils font partie de la population et c'est sûr qu'il y a des services qui pourront s'ajuster, n'est-ce que, comme ça a été mentionné à la direction SAPA, de porter attention à ces réalités-là au niveau de la diversité sexuelle et genrale de nos aînés. Je trouve ça super intéressant, ce partage-là. En fait, il y a plus d'initiatives que je pensais. Fait que c'est un bon bottin là, d'un petit survol de ressources là, qui se passe à l'heure actuelle. J'aimerais peut-être en conclusion, Julie, peut-être te redonner la parole pour
On parlait du forum qu'on a mis en place, toi et moi, avec des collègues, justement, pour réseauter les gens, créer un événement pour la formation continue, pour nommer également des réalités qui sont peu abordées dans le domaine du vieillissement puis de la diversité sexuelle et de genre. Peut-être, j'aimerais ça t'entendre sur le forum, les actes qui s'en viennent. Puis également, je sais que tu es très proche d'un autre organisme également, qu'on n'a pas encore nommé, mais la Fondation Émergence, qui a également un programme. Je ne sais pas si Julie, tu pourrais nous en dire quelques mots des d'autres initiatives là, qui existent, même de formation Crégès, qui est un autre centre également basé à Montréal. Je sais que tu étais proche de ces organisations-là. Oui, ben tout à fait. En fait, je vais dans le même sens justement que les autres panélistes. Je pense qu'on a parlé, Lauriane en a parlé, tout le monde en a parlé sur l'adoption de pratiques inclusives, également la création d'environnements inclusifs pour répondre, je dirais, aux besoins spécifiques des personnes aînées LGBTQ. Justement, on a eu le forum. Nous sommes actuellement dans la rédaction des actes du forum. Le forum, finalement, qui a réuni, Kevin t'en a parlé, hein, c'est une activité vraiment de croisement des savoirs et des expériences également, où les participantes ont réfléchi à différentes vignettes qu'on avait proposées lors du forum. Donc, nous rédigeons justement ces actes-là. Les actes vont porter sur finalement ces approches-là inclusives, qu'est-ce qui s'est dégagé, les constats qui ont été dégagés lors du forum. Il y aura également, je dirais, une espèce de bottin des ressources qu'on peut retrouver dans ces actes du forum-là. Donc, dès que ce sera terminé, les actes vont être diffusés. On parlait de différentes initiatives. Nécessairement, Andrea a parlé des différents programmes interlignes. Il y a également la Fondation Émergence qui a un programme, donc programme sur famille choisie pour que vieillir soit gay. Donc, il y a plusieurs initiatives, je dirais, qui prennent forme. Et quand je parlais de visibilité des personnes aînées LGBTI+, on voit, il y a une plus grande visibilité à cause de justement toutes ces initiatives-là, ce qui va permettre finalement c'est sûr, tu sais, d'améliorer également les pratiques. Oui, puis je profite au passage de mentionner hein, pour les internautes connectés avec nous aujourd'hui, il y a Alex qui nous a mis des ressources dans le clavardage, dans le chat, différentes ressources qu'on a nommées jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite, là, je vous encourage à aller les consulter. Interligne, Fondation Émergence, c'est vraiment les deux ressources, là, à ma connaissance, qui ont développé des programmes spécifiques pour les aînés LGBTQ+. Il y a également des organisations à Montréal comme Gay and Grey, je crois, dans la communauté anglophone. Donc, il y a d'autres initiatives également qui existent. Pour ça, je vois le temps qui file. On est à la fin en fait de notre panel de discussion pour l'instant avec les questions que j'avais proposées, que j'avais le goût qu'on puisse aborder. Le temps également, on peut profiter du temps de qualité pour pouvoir échanger entre nous, pour pouvoir répondre à vos questions, vos préoccupations, les questionnements que vous pourriez avoir en tête pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on creuse, qu'on puisse aborder davantage? Moi, je m'arrête là-dessus. Je vais passer la parole à Lynn Damour du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Puis, on va pouvoir échanger comme ça là, dans les prochaines minutes. Merci à vous. Et je sais pas si je peux ajouter un dernier élément en lien avec les pratiques inclusives. Ça va peut-être faire le pont aussi. Ce que je semblais avoir remarqué du groupe de co-développement puis de la littérature scientifique aussi, c'est que les intervenants et intervenantes en ce qui concerne la formation, le soutien, semblaient avoir besoin de formations qui sont ancrées dans le savoir, ben, l'expérience de terrain. En fait, comment ça se passe vraiment concrètement, des situations préoccupantes, parce que parfois en formation plus théorique, on peut voir un contenu qui fit bien, justement dans une théorie, ça rentre dans une case et tout ça, mais la réalité complexe hein, des individus, la vie, tout ça, c'est en mouvance, en changement, et parfois, ce que je semblais remarquer, c'est que les gens ont de la difficulté à appliquer les contenus plus théoriques à les situations de vie concrètes qui sont infiniment plus complexes. Et puis je me demandais, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont ben, avec qui ça fait du pont, peut-être, ce que je dis, est-ce que ça peut faire un lien avec vos réalités? Est-ce que c'est des choses tu sais, qui peuvent avoir été rencontrées, par exemple, aussi? Du coup, développement, c'est ce qui semblait beaucoup ressortir là, des retombées. Là. Ah, mais merci, Lauriane, pour la précision. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. En fond, tu sollicitais
le point de vue des gens peut-être qui sont au niveau de notre auditoire. Euh, Avant d'aller vers les mains levées, peut-être pour des réactions ou des commentaires, j'oserais, là, vu qu'on est à 4 minutes de 1 heure, peut-être revenir sur certains éléments de rappel, là, de fin de les questions, les échanges comme tels, le gros doit se faire avant 1 heure, mais évidemment, on continue jusqu'à 1 heure et demie pour ceux qui peuvent rester branchés avec nous là, pour des échanges, répondre à des questions, aller vers le chat. Attestations de participation, vous allez recevoir les informations. Et puis, ben, pour ceux, malheureusement, qui doivent se débrancher à 1 heure, ben, Vitam faisait un rappel comme de quoi, là, que si vous êtes intéressé à continuer de participer à l'ensemble des événements du centre de recherche, là, qu'il y a le site web de Vitam là, qui est disponible.